Voilà, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue un mercredi de plus pendant lequel on va faire une émission. Je suis ravi d'accueillir Gérald Maury. Bonsoir Gérald. Bonsoir Bruno. Ça va bien? Ça va? Bon, Heureux salon? il est sympa, hein. Honnête, il arrive de Bordeaux, de Bordeaux. C'est la gloire là qui commence. Les gens viennent de Bordeaux dans mon salon, c'est super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir C'est jusqu'ici. pas un effort. C'est très sympa. On va ce soir, c'est une émission un peu particulière par rapport aux autres. C'est vraiment une émission un petit peu, je dirais, mode d'emploi. C'est vrai que je vais faire un peu, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Moi, le premier, on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Le CEP. On va parler du Conseil en évolution professionnelle. Je vois à peu près l'enjeu. Je vois le progrès que ça peut représenter. Et puis, à côté de ça, je me dis, c'est bizarre parce que finalement, au bout du bout, j'en entends pas autant parler que ça. Est-ce que tout le monde y a accès? Est-ce que. Voilà, j'ai l'impression que ça fait partie. On a eu un peu ça avec la VAE à un moment donné. Il y a peut-être une phase de transition. Gérald, il est directeur hein, du Conseil en évolution professionnelle sur la Nouvelle-Aquitaine. C'est ça? Exact, c'est exact. Directeur de projet Voilà. pour un public spécifique, en Voilà. l'occurrence les actifs occupés. Alors derrière ce terme, On va c'est en ce que. parler. Voilà, On on va va en parler. décrire. On va voir qu'est-ce que c'est que cette histoire de CEP, qui sont les publics, comment on fait pour le mobiliser, pour se l'approprier et puis pour s'en servir hein, dans une carrière professionnelle, dans une vie professionnelle. En attendant, on va rappeler les petites règles hein, normales comme tous les mercredis. La première règle, c'est premièrement, je vous invite à poser des questions. Les gens, ils viennent de Bordeaux, ils viennent de Poitiers, ils viennent de il faut poser les questions. C'est là qu'il faut poser les questions. Il ne faut pas regarder sur les réseaux sociaux si on a des réponses de je ne sais pas quoi, là, comme quand on est malade. Non, la personne, elle est là, on lui pose la question. La deuxième règle, vous la connaissez, c'est que les gens qui viennent ici, ils sont sympas, ils viennent parler de ce qu'ils font. Donc si on n'est pas content de ce qu'ils font, on a le droit de dire qu'on n'est pas satisfait d'une prestation. Mais ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que ça doit être méchant, que ça doit être insultant ou quoi que ce soit. Sinon, bien évidemment, vous connaissez la règle. Je me séparerai de vous. Dans l'instant, on est là pour des choses constructives. Allez, on va démarrer. Alors, juste avant, oui, si, je tenais quand même à remercier Thierry pour le générique qui est fabuleux. Et je vous rappelle que cette émission, ça me tient particulièrement à cœur, croyez-moi, et c'est pas qu'une histoire d'argent. Cette émission, elle est réalisée en partenariat avec la CCI de la Haute-Vienne et la CCI de la Creuse. C'est important pour moi parce que ce sont des acteurs importants de la vie économique sur les territoires. Et je trouve que c'est sympa qu'ils s'associent à ce genre d'initiative. Donc vraiment c'est sympa. Allez, vous connaissez le principe. On commence toujours les émissions avec un peu de curiosité. On va essayer de savoir un peu qui est Gérald de Maury. Gérald, donc je le disais, vous arrivez de Bordeaux, J'arrive de Bordeaux. mais vous n'êtes pas de Bordeaux. Je suis à l'origine de Dordogne. Ah, Je suis de ça, Périgueux. ça fait deux là. C'est impeccable dans le salon, ça Vous êtes fait de deux. Dordogne. Oui, très bien, très bien. Bon. Donc de Périgueux. Et oui, oui, et comme beaucoup de Périgourdins, je suis monté dans la capitale girondine Oui, pour faire des études. oui. Donc Alors qu'est-ce que vous avez fait comme moi, étude? j'ai fait psycho. Je Psycho. suis à l'université de psycho, de D'accord. psychologie, Mhm. avec une spécialisation en psychologie du travail et des organisations. Oui. Donc 5 ans d'études, je suis sorti psychologue du travail et D'accord. à la sortie, j'ai un peu voyagé parce Mhm. que après 5 ans, il fallait voyager Ouais. un peu. Et j'ai commencé mon parcours sur le champ de l'accompagnement déjà, D'accord. accompagner des publics, des jeunes, Ouais. 16-25 ans, des demandeurs d'emploi, des Mhm. salariés Ouais. qui se posaient déjà des questions Oui. sur leur avenir C'est professionnel. vrai. Ouais. Ça, je me suis toujours, moi j'ai beaucoup travaillé dans le champ de l'insertion professionnelle. Tout à fait au début, quand j'ai commencé, il n'y avait pas trop de psycho du travail. On parlait de psycho du travail à l'AFPA, puisque c'était à Exact. l'époque un passage Exact. quasi obligatoire. À l'AFPA, à la SNCF. Voilà. Et je me suis toujours posé la question de savoir, quand on fait des études de psycho du travail, c'est pour aller vers quoi? Parce que psycho clinique, je vois bien, Ouais. mais psycho du travail, dans quoi vous vous projetiez? Dans l'orientation, en Ah oui, réalité. c'était ça. Ouais, ouais. D'accord. J'ai fait mes études secondaires à Périgueux dans l'idée de faire psycho. Oui. J'ai fait des études scientifiques parce qu'à Bordeaux, l'université était une coloration scientifique, D'accord. notamment neurophysiologique. Et j'étais dans l'idée déjà d'aider le public sur la question du travail, sur la D'accord. question du positionnement professionnel, sur la question de la trajectoire professionnelle.
les parcours de vie m'ont toujours fasciné, Ah en oui. fait. Ah oui, je suis un peu psycho du travail, vous voyez, c'est les parcours de Ah vie, je ouais. regarde, j'écoute. On pourrait discuter longuement d'ailleurs, hein, longuement de cette approche. Ceci dit, on va, je pense, assez rapidement reparler de ces principes d'orientation, de ces principes d'accès à l'emploi, de chômage longue durée et tout, parce que c'est une des conséquences là, hein, qu'on est en train de revoir par rapport à la pandémie. Et on se repose régulièrement un certain nombre de questions. Bien sûr. On pourra, j'ai vu quand même, alors, c'est pas le sujet du jour, mais j'ai vu avec plaisir que on allait réenvisager la formation pour les chômeurs longue durée. Et je ne peux pas m'empêcher de dire de façon très ironique, enfin, et oui, c'est vrai qu'on l'a fait tellement de fois et on va le recommencer, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai que ça a tellement porté ses fruits. Bon, enfin, c'est pas grave, je suis mauvaise langue ce soir, je suis un peu taquin, c'est pas grave. La psychologie du travail, pour répondre quand même à votre Ouais, question, c'est une discipline qui étudie le rapport entre l'homme et le travail. ouais, Et donc moi, ce qui m'a fasciné toujours, c'est la question de la place du travail dans ouais, les trajectoires de vie. C'est-à-dire ouais, que le travail, c'est l'identité, c'est une part de l'identité de chacun. c'est Et clair. ça prend beaucoup de place. Oui. J'avais mes parents où le travail prenait beaucoup de place. Mhm. Et donc, je me suis toujours demandé comment aider aussi les gens à voir le travail autrement dans leur vie, de manière plus globale, en fait. Et donc la question de l'orientation et la question de la psychologie du Ouais, travail, c'est bien amener un regard psychologique sur le rapport au travail, donc qui se matérialise sur le champ de la formation, mhm. qui se matérialise sur le champ du recrutement, sur le champ de l'accompagnement professionnel, sur le champ de l'insertion professionnelle, et aujourd'hui et depuis plusieurs années sur le champ de la qualité de vie au travail Ouais, ou des risques ouais. psychosociaux, parce que la question de la santé au travail devient assez majeure. On va en reparler parce qu'il y a, bien sûr, on a travaillé, hein, on a préparé l'émission. Euh, on va reparler justement sans doute de cette évolution du positionnement par rapport au travail. Est-ce que c'est une véritable évolution ou est-ce qu'on découvre quelque chose ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau? À voir. C'est vrai que c'est passionnant, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Cette histoire de sens aujourd'hui, d'avoir besoin de donner du sens au travail, à voir. À voir. Pareil, tiens, on peut prendre quelques minutes quand même pour en discuter. Moi, je me suis toujours dit aussi qu'il y avait peut-être parfois euh, un décalage de temps entre la conception du travail chez les employeurs et la conception du travail chez les personnes qui en cherchent ou chez les salariés. Et je vois par exemple de grands secteurs professionnels qui aujourd'hui sont un peu sur la sellette. Et Vous je me pensez à quoi? dis, je pense à la restauration, je Oui. pense à des métiers. Alors on met toujours en avant la pénibilité du travail qui fait que, et moi je connais, je rencontre hein, beaucoup d'employeurs, et je me dis qu'en fait c'est le positionnement par rapport aux salariés qui n'a pas évolué depuis très longtemps. Et alors que les salariés et les personnes qui sont censées devenir salariés ont eux évolué dans une société qui ne répond plus forcément aux mêmes attentes. Mais c'est pas une vérité. Le travail, il a toujours été important. Mm, Il a toujours été mm, forme d'identité mm. personnelle. Donc les préoccupations autour du travail, elles ont toujours été là. Maintenant, la crise, on va y revenir, Ouais, elle a ouais. exacerbé sans doute cette Mm. question-là. Et les employeurs vont regarder beaucoup plus précisément la manière dont le travail est perçu Ouais, par les collaborateurs. ouais. Ça, c'est peut-être un Ouais, peu ouais. nouveau. Alors, je fais juste un petit aparté là, c'est que la semaine prochaine, justement, je reçois un chef d'entreprise qui est très connu ici, qui est Alexandra Brousseau, qui est les chaussettes Brousseau, hein, qui était à l'Élysée il y a peu de temps encore. Et je l'ai fait venir, j'ai demandé de venir justement parce que lors de mon passage nocturne sur LinkedIn, pour pas nommer, je suis tombé sur une conversation où elle disait quand même comment ça se fait qu'on n'arrive pas à trouver de demandeurs d'emploi, de salariés. Donc voilà. Et donc on reviendra sur cette question dès la semaine prochaine. J'en profite pour vous dire que l'émission la semaine prochaine, c'est pas mercredi, mais c'est lundi justement pour coller à l'emploi du temps d'Alexandra Brousseau. Bien, donc euh, l'approche par rapport au travail, la psychologie du travail, les parcours, des choses qui vous ont toujours intéressé. C'est fascinant. Voilà, C'est donc fascinant. toujours très naturellement. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous êtes arrivé jusqu'à ce poste aujourd'hui, parce que vous êtes directeur du CIBC. Oui, alors Ouais, en fait, après mes études, on revient sur le parcours, c'est oui, cela. Après mes études, j'ai travaillé pour plusieurs organismes et essayé de papillonner auprès de différents publics mmh, pour essayer de me faire la main, bien sûr. d'entendre les préoccupations des uns et des autres,
de comprendre un peu les différents dispositifs, les différents acteurs, les préoccupations des jeunes 16-25 ans sortis du système scolaire, des préoccupations des demandeurs d'emploi, les préoccupations aussi des commanditaires, de la NPE, Pôle emploi, Ouais. la GFIP. Et j'ai eu l'opportunité de travailler pour le CIBC. Je faisais des bilans de compétences Ouais. auprès d'un public salarié et j'étais prestataire pour le D'accord. CIBC qui, à l'époque, rassemblait l'ensemble des bilans de compétences à travers des intervenants C'est extérieurs. vrai. Ouais, ouais. Et j'ai eu l'opportunité d'intégrer le CIBC en qualité de conseiller, donc pour continuer mon rôle de conseiller psychologue. Et j'ai évolué en qualité de responsable technique, c'est-à-dire de coordinateur pédagogique. Et j'ai pris la direction en 2007. Cette direction m'a amené à diversifier les activités du CIBC 33, toujours au regard de son objet social, c'est-à-dire l'orientation tout au long de la vie et la validation des acquis, qui est un métier important pour le CIBC. Et en janvier 2020, nous avons eu l'opportunité, suite à un appel d'offres d'une instance nationale qui s'appelle France Compétences, d'avoir une nouvelle mission, et une mission de service public, j'insiste sur cet aspect-là, qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle. Bon, cette mission, elle n'est pas nouvelle. Elle existe depuis plusieurs années, depuis 2015. Mais en janvier 2020, à travers la loi de 2018 qui a révolutionné un peu qui a chamboulé un peu le paysage et l'écosystème de la formation, de l'emploi, de l'orientation, il y a un nouvel opérateur qui est arrivé pour le public salarié, en l'occurrence un opérateur régional en Nouvelle-Aquitaine, qui est un groupement d'acteurs, de partenaires, et qui est piloté par le CIBC 33. Donc j'ai été amené à assurer ce pilotage en qualité de directeur de projet du CEP. On va dire bonjour à Marie-Hélène qui vient nous rejoindre. Marie-Hélène Barra, que vous connaissez peut-être. Non, bonjour vous ne connaissez Marie-Hélène. pas. Marie-Hélène, moi je la connais. J'ai la chance de connaître Marie-Hélène. Marie-Hélène est la directrice de Cap Emploi Corrèze. Exact. Donc je suis bien sûr sûr. qu'il y a des choses. Elle aura des questions, Marie-Hélène, c'est sûr, ou des réflexions, enfin en tout cas des commentaires, pardon, pas des réflexions. Marie-Hélène, ce qui serait sympa, c'est que pendant que tu regardes, si tu peux me dire si on entend bien le son, parce que ça c'est mon obsession. Voilà. Avant de passer au CEP, juste une dernière, mais ça c'est plutôt à titre d'exemple pour les jeunes qui nous regardent éventuellement. Vous êtes conseiller, vous rentrez comme conseiller, hop, une opportunité se présente, vous devenez directeur. Vous quittez donc le face-à-face, j'imagine, l'accompagnement. J'ai quitté le face-à-face. On se pose la question de savoir, à un moment donné, quand cette opportunité se présente, si Bien sûr. on va être capable d'être directeur, Bien si sûr. ça va pas nous manquer, parce que là, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas le même poste. C'est pas le même job. Ouais. Donc il y a des doutes qui existent. Et puis j'avais toujours de l'appétence par rapport à l'autre. Ouais. Donc quitter l'environnement ou le face-à-face individuel Vous l'avez m'a théorisé interrogé. plus. Après, j'ai accompagné plutôt mes collaborateurs, Ouais. plus sur de la supervision technique. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, j'ai continué à former. J'ai D'accord. continué à former des professionnels. Donc, ça m'a C'était toujours important, intéressé. ça ? Oui, c'était Ouais. important. C'était important de pouvoir amener un certain regard sur la manière d'accompagner le public, de donner de l'envie aussi. Et puis le face-à-face est toujours présent dans mon esprit, c'est important. Donc j'ai été amené assez rapidement en intégrant le CIBC à former des jeunes professionnels à l'université, à l'université de psychologie, à l'université de sciences de l'éducation, à l'IAERH, et à essayer d'apporter la bonne parole, entre guillemets. Ouais. Voilà, encore un bon exemple. S'il y a des jeunes qui regardent, vous voyez bien, il n'est pas né directeur, il est né comme tout le monde, et puis il a fait ses études, et il a essayé de droite, de gauche. Un jour, une opportunité s'est présentée, et c'est vrai que c'est souvent le cas. Les personnes que je reçois ici ont souvent des responsabilités, et c'est important de dire que tout n'est pas fabriqué d'avance, que voilà, la vie, c'est aussi ça, c'est savoir... Et que les parcours ne sont pas linéaires. Voilà, c'est ça. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Bruno, il y a ce qui a changé sans doute dans les esprits des publics, c'est que les parcours ne sont plus linéaires. Tout à fait. C'est qu'il y a une croyance par rapport à l'évolution professionnelle qui est un peu différente aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, et on terminera là-dessus sur ce thème, il y a même peut-être une certaine peur de cette linéarité, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes refusent les CDI, de peur de se sentir enfermés et de devoir faire leur contrat toute leur vie. Alors que le CDI est plus facile à casser. On est d'accord, mais c'est la représentation. C'est la représentation qu'ils ont. On en profite. Je vois que là, il y a du monde qui arrive. Je vois Samuel Sibert.
Bonjour Samuel. Merci Marie-Hélène et Samuel de m'avoir fait un retour sur le son. Je suis un peu plus tranquille maintenant que je sais qu'on nous écoute parce que si ça se trouve, je me disais, il nous voit gesticuler et puis ma chevelure flamboyante. Non, c'est pas ça. Alors, ce que je me dandeline comme ça. Ah oui, ben vous voyez. Alors, je vous le dis aussi pour ceux qui ont l'habitude. Gérald, il est un des derniers sans doute. On mettra peut-être une étiquette sur le fauteuil à être dans ce fauteuil. Puis j'en ai acheté un nouveau. Qu'est-ce que vous voulez, la richesse faisant. Et puis je voulais qu'il soit plus à l'aise. Donc la prochaine fois, hop, ça sera un autre fauteuil. Marie-Hélène nous dit la supervision et la formation des nouveaux je partage, parcours équivalent me concernant. Et oui, parce que Marie-Hélène donc, est une responsable de structure qui est très attachée à la fois à l'accompagnement des bénéficiaires et à la fois, vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez mis le mot accompagner vos collaborateurs et vos collaboratrices. Et Marie-Hélène est une de nos partenaires. Marie-Hélène agit aussi sur le conseil en évolution professionnelle pour un public différent, quoique, Ouais. des personnes notamment en situation de handicap, puisque le conseil en évolution professionnelle, ce sont aussi les Cap Emploi, Ouais. c'est aussi Pôle Emploi, c'est aussi la PEC, c'est aussi les missions locales. On va rentrer dans le détail. Il va vite, mais vais bien trop sûr. vite. Vous savez pourquoi il va vite? Il est bien dans ce fauteuil. Voilà, il est bien dans le fauteuil. Il se dit, on est pas mal va chez tout vous, dire. Bruno. Mais on va y aller. Je vous propose, mais ça parce que ça me tient à cœur. Maintenant, je fais le malin que je maîtrise un peu le sujet. Je vous propose une petite vidéo justement qui va nous introduire le conseil en formation, en évolution professionnelle. Voilà, ça, il fallait bien que je le foire. Ça, allez, c'est parti. Depuis que sa vie professionnelle a changé, Antoine sifflote. Il s'amuse, il court, il se découvre de nouvelles passions. Ça, c'est le jour où Antoine a décidé d'aller de l'avant. Et je suis fière d'avoir pu l'aider à réussir son projet professionnel. L'histoire d'Antoine, c'est une des nombreuses belles histoires qu'a permis d'écrire le conseil en évolution professionnelle en Nouvelle-Aquitaine. Se reconvertir, entreprendre, se former. Écrivons ensemble la suite de votre histoire. Hein? Pas mal, hein? Pas mal. C'est pas mal. Moi, qu'est-ce que vous voulez, ça me rend heureux de voir quand ça fonctionne, donc c'est très bien. Et puis, j'aime bien cette idée assez bienveillante d'accompagner les actifs. Alors, vous allez nous en parler. Vous avez voulu amener cette précision dès le départ. On va commencer par là. Nous dire quel type de public relève de vos prestations. Tout de suite, et après, on rentre un peu dans le détail du conseil en évolution professionnelle. On a pour mission, qui est une mission de service public, d'accueillir, de conseiller, d'accompagner un public de salariés de droit privé, non cadres et indépendants. Indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs. D'accord. Indépendants, pas les professions de santé, pas les libéraux. Si, les libéraux. D'accord, Les libéraux. d'accord. Donc toutes les personnes qui aujourd'hui sont en situation de travail et qui dépendent du droit privé. D'accord. Ok. En sachant que la question des statuts en France est pas si simple, puisqu'on peut être à la fois salarié et demandeur d'emploi. C'est vrai. Salarié et chef d'entreprise. Salarié et chef d'entreprise. Donc c'est pour ça que on travaille en partenariat et en collaboration avec Pôle emploi, qui cible sa population comme les demandeurs d'emploi, mais aussi les Cap Emploi qui travaillent auprès des personnes en situation de handicap. Et parfois, ces personnes, nous les recevons parce qu'elles sont plus de notre registre. Et parfois, nous recevons du public et on les réoriente vers les partenaires de Pôle emploi ou les partenaires de Cap Emploi. La première info, si je synthétise, vous me dites si j'ai faux. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est, le conseil en évolution professionnelle, mais on a envie de réfléchir sur son avenir, on a envie d'avoir un interlocuteur. Quelle que soit votre situation, de toute façon, les personnes que vous rencontrerez vous orienteront vers les bonnes personnes. Exactement, c'est l'idée. Voilà. Après, il y a des portes d'entrée différentes. On verra à qui il faut s'adresser lorsqu'on est demandeur d'emploi, à qui il faut s'adresser lorsque l'on est salarié. On va voir un peu tout ça. Samuel dit pas l'industrie. Si, l'industrie aussi. Bien sûr, tout secteur d'activité. C'est le statut de la personne et pas le statut de... C'est le statut de la personne. On s'adresse à tout public relevant du droit privé de tout secteur d'activité. D'accord. Et ce, sur la Nouvelle-Aquitaine, donc sur les 12 départements. Alors, là aussi, on va en parler. Sur les 12 départements, ça veut dire
des partenariats avec des structures, des Exactement. conseillers qui viennent là. Qu'est-ce que c'est concrètement Que le conseil en le évolution conseil en professionnelle. évolution? On y est. Vous voyez, on discute déjà depuis un quart d'heure. Qu'est-ce que c'est? C'est un service. C'est un droit individuel. Mhm, C'est un accompagnement qui est gratuit, mhm, qui est personnalisé, qui s'adresse à toute personne, quelle que soit sa question, son questionnement professionnel, qui aujourd'hui permet à un individu de faire le point sur sa situation professionnelle. Toute personne qui s'interroge et qui se questionne sur sa situation peut être reçue par nos services pour l'aider à prendre une décision de manière éclairée, en toute connaissance de cause, pour faire évoluer sa situation. Et faire évoluer sa situation, tout dépend de la représentation de la personne. On peut très bien avoir Camille qui travaille en CDD, qui cherche à sécuriser son statut, qui cherche à sécuriser son parcours professionnel et qui a envie de réfléchir sur une nouvelle opportunité, un nouveau projet professionnel. Donc l'objectif du conseil en évolution professionnelle dans ce cas-là est de l'aider à élaborer un nouveau projet professionnel. Mais ça peut être aussi une personne qui s'interroge sur les métiers qui sont en vogue, les métiers du data, les métiers de l'économie verte. On a Cap Métier, un organisme néo-aquitain, a montré que plus de 250 000 personnes travaillent aujourd'hui dans l'économie verte. C'est un secteur porteur. On va l'aider à identifier les métiers, on va l'aider à identifier les formations qui lui permettraient de rentrer dans ce secteur d'activité. Ok, je travaille, je me pose des questions, je n'ai pas forcément d'avis sur le fait de partir ou quoi, au moins je veux me renseigner, je veux échanger avec quelqu'un qui a les compétences pour m'accompagner et pour me conseiller. D'accord? Ça ne va pas plus loin, ça ne m'engage à rien. C'est un droit en tant qu'indépendant ou en tant que salarié. Cette personne peut très bien voir un conseiller en évolution professionnelle une fois, comme il peut le voir 18 fois. D'accord, oui, c'est quelque chose. Donc déjà, c'est un premier élément, effectivement, pour se dire pourquoi s'en priver, hein? Si on se pose des questions, pourquoi s'en priver? Même si on ne s'en pose pas. Parce qu'on le disait tout à l'heure, les carrières aujourd'hui ne sont pas linéaires. Des fois, c'est pas parce qu'on est bien dans son poste et tout ça que ça empêche de se dire tiens, si finalement demain quelque chose devait changer, est-ce que je ne peux pas commencer à y réfléchir? Par exemple, hein, moi j'ai vu des évolutions sur des structures où on n'aurait jamais dit, par exemple, que les gens auraient été au chômage ou quoi que ce soit, et puis 1 an, 2 ans après, l'évolution des politiques, etc., ça change. En tout cas, c'est une façon ça reste aussi une façon de se projeter dans un environnement, finalement, en étant assez sécure. Moi, je trouve que c'est pas mal. Les problématiques de carrière, elles deviennent de plus en plus aiguës et de plus en plus récurrentes. Donc, il fallait répondre à cette problématique-là. Donc, les pouvoirs publics ont mis en place cette mission de service public pour répondre à cette préoccupation qui est de plus en plus récurrente. Donc et être en capacité de répondre de manière adaptée à tout moment à un individu qui se pose des questions sur sa situation professionnelle. Voilà, ça c'est une bonne chose. Marie-Hélène Barra qui dit « Le partenariat est très bon en Corrèze ». Ben oui, bien sûr. Je confirme, le partenariat est très bon en Corrèze. Voilà, et en Haute-Vienne aussi, Marie-Hélène. On n'est pas là non plus pour... Dans les 12 départements, le partenariat est bon. Il est très bon. Voilà. Il est très bon avec le service public de l'emploi. Merci Gérald. Alors vous voyez, pendant ce temps-là, il y a des petits trucs qui s'affichent. Fabuleux, fabuleux. On dit que c'est un droit du salarié. Moi, ça m'inspire quelque chose que j'ai absolument pas compris. Et voilà. Vous savez, c'est cette histoire de DIF, de conseil en formation, etc. Où on se dit on a les droits, mais on a combien d'heures, etc. Pour moi, c'est trop compliqué. Je vous le dis, j'y arrive pas. Là, est-ce qu'il y a des histoires de sous derrière? Est-ce qu'il y a des histoires de montant? Est-ce qu'il y a des histoires de durée? De façon très pragmatique. C'est gratuit. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Voilà. C'est gratuit. Ça veut dire que vous avez une question, Bruno. Vous vous interrogez sur votre situation professionnelle. Vous nous appelez. Nous vous recevons très rapidement à côté de votre lieu de travail ou de votre lieu de vie. C'est gratuit. Vous venez, vous ne venez pas, vous venez, c'est mieux. C'est mieux. Si vous ne venez pas, vous appelez, vous ne faites pas comme chez le docteur. Voilà. Vous venez, on vous accueille, on vous écoute, on essaye de comprendre quelle est votre situation, on essaye de comprendre pourquoi cette situation pose problème. Si elle pose problème ou si pourquoi elle pose question. Elle pose question. Voilà, tout simplement. Et on vous accompagne de telle façon à ce que vous puissiez ressortir avec des questions résolues. Très bien. On a répondu à une première question. Ça, c'est au moins, on peut dire que c'est facile d'accès. Vous avez
les coordonnées qui défilent pendant l'émission. Et puis après, quand on va faire le replay, il y aura encore toutes les coordonnées. Donc comme ça, vous les notez. Si vous avez besoin d'appeler, tac, vous appelez et vous avez quelqu'un. On ne peut pas dire que ce n'est pas facile. Une question que j'ai posée aux psychologues que vous êtes, c'est qu'en France, on a un peu la sensation que quand on commence à se poser des questions sur son avenir ou à vouloir faire une formation qui ne relève pas directement du corps de métier que l'on est en train d'occuper, il y a un peu une sorte de conflit de loyauté avec son employeur. Là, il n'y a pas de lien entre le conseil en évolution professionnelle et l'entreprise dans laquelle on travaille. C'est important parce que des gens peuvent se poser la question. Vous avez raison de parler de cela. On est neutre vis-à-vis de l'entreprise, de l'employeur, de l'offre de formation. Ça veut dire que nous agissons uniquement vis-à-vis de l'individu. L'individu qui vient nous voir, nous sommes soumis au secret professionnel. Il vient nous voir quand il le souhaite. On est ouvert le samedi matin sur certains lieux, sur des horaires décalés, de telle façon à permettre à des salariés de pouvoir se libérer aussi sur des moments de vie privée. Mais on peut aussi accompagner les personnes de manière distancielle pour que ça soit plus facile. Dans tous les cas, il n'y aura aucun rapport entre l'employeur et le conseil en évolution professionnelle. Par contre, l'employeur a pour obligation, notamment dans le cas des entretiens professionnels qui sont obligatoires tous les 2 ans, d'informer les collaborateurs de l'existence de ce droit individuel. C'est vraiment un droit individuel. La difficulté pour nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait une connaissance plus importante de ce droit, de telle façon à ce que les personnes puissent les mobiliser. Ça, c'est important, hein, parce que je sais que, bon, je travaille, hein, j'ai des collègues, je travaille, voilà, je rencontre des gens, et parfois, il peut y avoir cette angoisse. Hein, on se dit, tiens, je vais réfléchir sur ce que je fais, mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça filtre ? Bon, c'est un peu étonnant, mais bon, oui, ça peut se comprendre. Mais... Après, il y a un niveau de maturité qui est un peu autre du côté de l'employeur, quand même. Ouais. Parce que justement, oui, vous le sentez ? Je le sens. Ouais. Justement parce que les questionnements individuels sont de plus en plus récurrents, parce que les parcours ne sont plus linéaires. Donc l'employeur commence quand même, et puis les dispositifs qui existent, notamment l'entretien professionnel avec un certain nombre d'obligations en matière d'information, amène forcément l'idée de donner la possibilité aux collaborateurs de réfléchir et d'être accompagnés sur ces réflexions. Et puis c'est normal de réfléchir sur sa situation professionnelle. Ben oui, mais c'est normal. L'employeur qui sera à ma place dans quelques jours, oui. Vous allez lui poser la question et elle vous dira que c'est tout à fait normal que ses collaborateurs puissent s'interroger sur leur situation, puissent s'interroger sur leur parcours de mobilité en dehors ou dans l'entreprise. C'est bien de le dire quand même. C'est bien de le dire parce que on fonctionne quand même encore avec, même les jeunes, hein, avec des représentations qui ne sont plus forcément actualisées parce qu'on a des rapports avec l'entreprise qui ne sont pas... vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, je me trompe peut-être, hein, mais qu'on est beaucoup un pays de salariés et un pays de collaborateurs. C'est assez curieux. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui parlent de leurs collaborateurs et il n'y a pas beaucoup de salariés qui s'estiment suffisamment pour dire qu'ils sont collaborateurs de leur chef d'entreprise parce qu'ils mettent à disposition leur expertise et leurs compétences. Ça, c'est des choses où il faut du temps, il faut le réaffirmer. Bien sûr. Et c'est bien d'ailleurs que vous le disiez parce qu'il faut l'entendre que oui, il y a aussi des employeurs qui évoluent, des employeurs qui sont dans l'air du temps, des employeurs qui trouvent un intérêt à accompagner leurs salariés dans une réflexion. C'est important. Qui ont tout intérêt voilà, à les c'est accompagner. Important parce que accompagner ces salariés dans une réflexion de parcours, c'est pas forcément l'accompagner pour qu'ils partent. Hein. D'ailleurs, c'est l'accompagner aussi pour qu'ils se donnent des moyens d'aller, de faire autre chose dans l'entreprise ou de prendre de nouvelles responsabilités. Bien sûr, hein. Bien sûr. Donc ça, c'est important. Être à l'écoute de son collaborateur va devenir majeur pour tout manager. Alors, moi, j'en ai rencontré cette semaine. J'ai fait un reportage pour rien vous cacher. J'espère qu'il est dans les parages. Là, Eric, à la Chambre de métier, qui est conseiller. J'aimerais que vous nous disiez qui sont ces conseillers en évolution professionnelle. Qui sont-ils ? Alors, qui sont-ils en termes de profil ? Qui sont-ils en termes de structure ? On les a un peu abordés, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Qui sont ces gens qui nous attendent les bras ouverts ?
Mais oui, ce sont de magnifiques personnes, déjà. Des professionnels, des experts de l'accompagnement, des experts de la formation, des experts de l'emploi, des experts de métiers. Ce sont des personnes qui, à la fois, sont en capacité d'accompagner le public tout en ayant une connaissance des différents acteurs du territoire, qui connaissent les besoins économiques des territoires, qui connaissent les besoins et les réponses en matière de formation sur les territoires. Ce sont des personnes qui ont un minimum d'expérience professionnelle pour être conseillers en évolution professionnelle. En l'occurrence, il faut un minimum soit de diplôme en sciences humaines, soit une expérience dans le champ de l'accompagnement individuel. D'accord. Ces conseillers en évolution professionnelle appartiennent à des structures partenaires du CIBC 33, puisque le CIBC 33 a rassemblé un certain nombre d'acteurs pour agir sur un service de proximité et dans un service de proximité. En l'occurrence, on est présent sur 110 sites, plus de 110 sites en Nouvelle-Aquitaine. Après, la Nouvelle-Aquitaine est grande. Elle est oui, grande mais comme ça fait l'Autriche. quand même 10 sites par département en moyenne. C'est extrêmement beaucoup. important. Alors, il y a des départements plus petits, mais Bien quand sûr, même. Bien sûr. On a voulu densifier notre service en proposant un service de proximité permettant à tout individu de ne pas faire plus de 30 km de son lieu de vie ou de son lieu de travail, de telle façon à avoir une réponse réactive. Donc il y a un véritable maillage. Il y a un maillage territorial qui est extrêmement fort. Du coup, on a rassemblé des acteurs qui étaient implantés sur les territoires, qui connaissaient les territoires. Donc ce sont des chambres de métiers, c'est le réseau des CIBC, c'est le réseau des CIDFF, c'est le réseau Retravaillé, c'est les chambres de commerce, c'est les chambres d'agriculture. C'est un ensemble d'acteurs, c'est une structure paritaire qui s'appelle l'APEP. C'est un conglomérat de partenaires qui travaillent dans un esprit de service public, dans un service de proximité et qui ont en leur sein une implantation territoriale et des acteurs qui connaissent le territoire et qui ont l'expérience de l'accompagnement. Ça, c'est très, très important. Alors là, c'est pareil, je vais apporter mon petit truc parce que, vous savez, il y a de grandes vagues dans l'accompagnement des personnes, la gestion du chômage, de l'emploi, etc. On a eu toute une période où, à un moment donné, il y a déjà quelques années de ça, où on a voulu développer l'accompagnement individuel et on a lancé des appels à projets. Donc, des nouveaux organismes sont arrivés, des anciens, etc. On était plus sur des prestataires, ce qui arrivait là parce qu'ils avaient gagné le marché. Je résume un peu. Ce que je trouve très intéressant dans cette approche-là, par contre, c'est qu'on s'appuie sur un réseau de partenaires implantés dans les territoires avec une véritable connaissance de l'environnement et pas. Donc ça veut dire qu'on n'est pas à la merci de quelqu'un qui va nous recevoir et qui va aller gratter de droite, de gauche pour chercher ceci. Non, il positionne l'accompagnement dans une connaissance et dans un environnement qu'il maîtrise parfaitement. C'est fondamental. Et si notre partenaire de la Corrèze est présente, elle est là, elle va le dire. On a besoin d'elle. On a besoin de travailler et de connaître l'organisme de formation qui va apporter une réponse à la personne. Bien sûr. On a besoin de connaître l'entreprise qui recrute. On a besoin de connaître les secteurs qui vont évoluer professionnellement dans le paysage. On ne peut plus travailler seul. Donc, pour apporter une réponse adaptée à la personne, il faut qu'on puisse avoir et être, en tant que conseiller en évolution professionnelle, en relation avec les acteurs de terrain qui agissent de manière complémentaire à notre action. Et c'est vraiment une intelligence collective. Tout à fait. Mais c'est vrai, c'est ça. Une intelligence collective sur les territoires, c'est une des conditions de réussite pour apporter une réponse adaptée à la personne. Marie-Hélène, justement, qui est là. Marie-Hélène, j'en profite. C'est comme si tu étais dans le salon, Marie-Hélène. Elle nous dit il y a un très bon mariage, un très bon maillage. Chose importante aussi, et ça j'allais vous la poser la question parce qu'Éric m'en avait parlé, même le soir et certains samedis. Exactement. Alors ça quand même, pourquoi ? Ça c'est fort. Parce qu'on s'adresse à un public salarié et qu'on est dans une logique de service. Donc le salarié qui travaille tous les jours, parfois ne peut se libérer que le samedi matin ou sur des horaires dits élargis. Ça veut dire quoi, horaire élargi, entre midi et 2 oui. Et le soir après 20h. Oui. Alors le soir jusqu'à 20h. Ah oui, jusqu'à 20h. Pas après 20h. Mais c'est déjà pas mal, attendez. À raison de 2 jours par semaine et sur certains lieux. Alors pas sur les 110 lieux, mais au moins sur les préfs, sur les préfectures, voire sous-préfectures, on peut recevoir ce public sur des horaires adaptés à leur situation de vie. Bien sûr. Gratuit, des gens qui connaissent le territoire, des horaires élargis. Il faut vraiment être tordu pour ne pas en profiter. Bon, ça c'est dit. Ce que dit Guillaume Vivanco, je ne sais pas si qui est conseiller en évolution professionnelle. Bienvenue Guillaume, c'est gentil. Qui travaille à la chambre de métier.
Laquelle? De Bordeaux. Ah oui, Gironde, parce que chambre de métier de Gironde. ils disent pas Bordeaux, parce que quand ils descendent chez nous, ils pensent que c'est tout Bordeaux. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. J'attends Monsieur Rousset, j'ai des choses à lui dire. Guillaume travaille à la chambre de métier de Gironde et conseiller en évolution professionnelle Bon. depuis plusieurs mois désormais et nous accompagne et accueille le public. Alors, quelle est sa question à Guillaume? Non, Guillaume, il dit que l'ancrage territorial est essentiel dans votre métier. Alors, c'est très bien parce que je suis content d'avoir tout le monde, hein, mais Marie-Hélène et Guillaume, ils viendront peut-être un peu nous apporter quelques infos sur justement le côté pratique et peut-être des témoignages, exemples. voilà, bien sûr. Des exemples qu'ils peuvent nous donner. Donc effectivement, moi par exemple, vous voyez ce coup des horaires élargis et c'est assez nouveau, quoi. C'est pas des secteurs. Moi, j'ai fait de la formation pendant 20 ans. Je peux vous dire que le vendredi soir, c'était plié, c'était fini. Bon, ça n'empêche pas qu'on fait notre travail. Mais là, ça veut dire qu'on est encore sur une autre dynamique. Effectivement, on s'adresse à un public salarié. OK, on donne une facilité de plus pour que la personne elle puisse venir. La gratuité, la confidentialité, l'expertise. Non, c'est très bien. Marie-Hélène et Guillaume, je vous encourage à commencer à réfléchir, à nous donner des exemples. Donc, on a vu les profils. Justement, on aurait peut-être besoin d'exemples. Le questionnement premier est multiple. Hein. Quelqu'un vient, fait la démarche pour prendre des renseignements, pour se projeter sur un autre emploi, pour se reconvertir, pour rester. Est-ce qu'on a comme ça quelques exemples que vous pouvez nous donner qui vont nous éclairer tout de suite sur la démarche? Alors, quelques exemples. Oui. Une personne alors, qui veut bien qu'on la nomme. Alors, oui. Allez-y. Je crois que c'est Cécile. Alors, Cécile Voyer qui est venue nous voir à un moment où elle était dans le domaine bancaire. Elle travaillait dans l'univers de la banque et se posait des questions depuis quelques années sur son évolution professionnelle sans réellement franchir le cap. Et comme beaucoup, en réalité, d'actifs salariés. Cette personne était plutôt sensible à la cause environnementale et avait une volonté de travailler dans cet environnement-là. Elle a commencé à être accompagnée par ailleurs dans le cadre d'un bilan de compétences et puis ça s'est arrêté. Le confinement a stoppé ses démarches. Elle a réfléchi à des formations qu'elle pouvait suivre sur la législation des cosmétiques, sur la fabrication de savon. Donc son projet, elle a commencé à l'affiner dans son côté. Ouais. Elle est venue nous voir avec une problématique assez claire qui était de dire je crois que j'ai un projet. Je ne suis pas bien sûr, mais je crois que j'ai un projet. Par contre, je ne sais pas comment arriver à conjuguer ma situation de salarié avec la création d'une structure qui pourrait être de l'ordre de la savonnerie. Et donc, on a le conseil en évolution professionnelle dans cette situation-là, l'a amené à identifier les modalités qui lui permettraient de quitter son emploi. Oui. Et il y a un dispositif existant depuis plusieurs mois qui s'appelle le dispositif démissionnaire, qui permet on va en parler, on va finalement le présenter, à une personne de démissionner, d'avoir ses droits en termes d'indemnisation et de se reconvertir sur un autre secteur d'activité ou sur une autre fonction ou pour une création d'entreprise. Et finalement, ça lui a permis de savoir comment faire pour passer d'un statut à un autre, de faire des démarches vis-à-vis de manière administrative et technique pour finaliser son processus de démission. Aujourd'hui, cette personne, elle est passée par une phase de Pôle emploi, indemnisée. Cette phase-là lui a permis de monter sa structure, de sécuriser son entreprise. Et aujourd'hui, elle est dans une période de validation définitive de ses recettes en création d'entreprise. Et donc là, on est dans un exemple assez formidable où finalement, il manque un petit coup de pouce. Un conseil qui n'est pas qui permet de passer de la pensée à l'action. Tout à fait. Alors, on a des retours là déjà. Hein, alors, Marie-Hélène qui nous dit, alors ça vient en complément, Marie-Hélène Barra nous dit, nous avons inauguré en Corrèze des rencontres entre Cap Emploi, le CDIDFF, la Chambre de métier, la CCI, pour mieux partager et répondre aux besoins. Vous voyez, déjà, ils ont
un véritable maillage territorial, mais sur le territoire, ils impulsent une dynamique qui va encore accroître les capacités et les connaissances de chacun. Oui, la connaissance, l'interconnaissance est essentielle, encore une fois. C'est parce que l'on va bien se connaître, qu'on va se reconnaître, qu'on va se faire confiance, que l'on va pouvoir On va se travailler mettre en ensemble. complémentarité On va au se mettre bénéfice en du parcours. complémentarité, au service de la personne que l'on reçoit, bien sûr. On a Samuel Sibert. Alors, on va commencer par Patricia d'abord. Non, on va faire Samuel, on va faire dans l'ordre. Attendez, c'est comme ça. On va faire. Je vais mettre pendant que je pose la question. Regardez si c'est pas magnifique cette photo là. Oh là là, on est dans la photo, c'est un truc de fou. Samuel qui nous dit: je suis en CDI, 23 ans dans la même entreprise, 2 VAE et une formation de manager. Un très bon CV selon les cabinets de recrutement. Aujourd'hui, je souhaite évoluer, mais j'ai 50 ans. Les postes se ferment. Le CEP peut-il me conseiller? Alors attendez, avant que Gérald réponde, Samuel, moi aussi j'ai 50 ans. Moi aussi, en plus, moi je me suis retrouvé au chômage et croyez-moi, vous avez des compétences. C'est ce que va lui dire le conseiller quand même. Forcément des compétences. Il a une expérience formidable qu'il peut valoriser. Donc, s'il a fait 2 démarches de validation des acquis de l'expérience, la VAE, c'est un dispositif qui permet, à travers son expérience professionnelle, d'acquérir en partie ou en totalité une certification, c'est-à-dire un diplôme, un titre, un certificat de qualification professionnelle. Samuel a forcément des ressources qui vont intéresser un employeur. Après, je crois que ce n'est pas une question d'âge. Aujourd'hui, il y a des modifications de regard aussi qui sont apportées du côté de l'employeur par rapport à des personnes qui ont 50 ans ou plus. Et il va y avoir forcément un apport expérientiel, un apport de compétences qui intéresseront. Maintenant, qu'ils viennent nous voir, moi, je n'ai pas de conseils à donner comme cela. Il faut comprendre quelle est la situation, comprendre son expérience, quel était son parcours. Il demande juste si le CEP peut le conseiller. Mais le CEP est là pour tout public, quel que soit l'âge, à partir du moment où la personne est salariée, non cadre. Quand je dis non cadre, c'est que la PEC agit aussi sur du conseil en évolution professionnelle pour le public cadre. Moi, je vais vous donner un conseil, Samuel. J'ai été en difficulté professionnelle à un moment donné, j'avais 45, 50 ans. J'étais un professionnel de l'insertion professionnelle. C'est difficile quand on est un professionnel de se retrouver au chômage ou quoi. Et en fait, la meilleure chose que j'ai fait dans mon parcours, c'est de lâcher un peu prise et justement d'aller chercher le regard et l'analyse d'une tierce personne sur mon parcours. Et c'est comme ça que j'ai avancé. Et je pense effectivement que vous avez tout intérêt à vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle qui vous apportera son expertise. Ça vous ira pas. En tout cas, vous aurez le regard et l'analyse de quelqu'un d'autre sur votre propre parcours et vous verrez que si vous avez l'esprit assez ouvert, ça vous apportera quelque chose. Et puis, de toute façon, Gérald l'a dit, on ne prend aucun risque. C'est confidentiel, c'est gratuit. Voilà, il n'y a qu'à prendre rendez-vous et puis on voit. Même le pire est incertain. Mais on a un psychologue de travail qui est là. Même le pire est incertain. Alors là, les enfants. On a Patricia Chauvet qui nous dit, ouh là là, il y a du monde là. Patricia Chauvet nous dit, très belle initiative. Chaque individu peut rebondir tout en étant accompagné. Bravo. Personnellement, à la suite de problèmes de santé, je ne pouvais plus exercer mon travail au sein de ma collectivité. Je suis dans la fonction publique. J'ai pu reprendre des études par défi et repasser un baccalauréat que j'ai obtenu. Belle continuation à vous. Alors, c'est intéressant. C'est simplement un témoignage sur le fait de la dynamique. Elle ne nous dit pas qu'elle a été voir un conseiller ou quoi, mais qu'effectivement, on peut être en mouvement dans un parcours qui est déjà entamé. Bien sûr. C'est ça. L'idée, quand même, c'est de pouvoir semer. Semer, ça ne veut pas dire que tout va pousser. Non. Mais à un moment donné, il y a des fleurs qui vont pouvoir être saisies. C'est ça. Et nous, on va aider à semer et à saisir à un moment donné lorsque la fleur arrivera. Il faut permettre à des personnes de saisir des opportunités. C'est permettre aussi à des personnes d'être en attente active du hasard. Pour reprendre le terme d'un Québécois qui m'est cher, c'est être en capacité de pouvoir réfléchir, identifier, être en veille sur ce que l'on souhaite, sur ce qui existe dans l'environnement social et économique, de pouvoir semer des graines et de pouvoir saisir des opportunités à un moment donné.
On a d'autres commentaires, hein. On va les prendre, hein. Bien sûr. C'est fait pour, hein, le direct. Vous voyez, il y a de bons côtés au direct, Gérald. Un travailleur handicapé en fort risque de désinsertion professionnelle pour raison de santé a bénéficié des 2 niveaux de CEP par Cap Emploi. Passage de vendeur produits frais à assistant secrétaire, accompagnement sur le travail du projet, dispositif CPF, congé de transition professionnelle. C'est super parce que ce qu'elle est en train de dire, vous le direz mieux que moi, c'est que le conseil en évolution professionnelle est aussi une porte ouverte sur un certain nombre de dispositifs qui peuvent être mobilisés justement dans le cadre de cette transition s'il doit y en avoir ou dans le cadre de ce parcours qui continue d'évoluer. On est bien d'accord. Le conseil en évolution professionnelle, il a été créé pour être vraiment dans le cœur de l'écosystème de la formation et de l'emploi. Ça veut dire qu'on est en capacité de mobiliser des dispositifs, de mobiliser des acteurs, de telle façon à être un fil rouge dans la réflexion et le parcours et l'élaboration du parcours de la personne, en mobilisant des dispositifs. Vous parlez oui, de PTP. Comme elle dit, voilà, le CPF, le congé de transition. Exactement. Ce sont aussi des droits individuels. Oui. Mais c'est encore mieux parce que là, on a quelqu'un qui non seulement est à nos côtés pour la réflexion sur notre devenir, je dirais, mais à la fois un conseil technique sur les dispositifs mobilisables. Bien sûr. Ça veut dire que le conseil en évolution professionnelle, c'est un acteur, un expert des dispositifs existants, des droits individuels. Voilà. Il y a quand même une difficulté en France, non pas d'existence de droit, non, mais de connaissance du droit pour pouvoir le mobiliser. Donc on a un rôle de traducteur parfois. Et vous on traduit l'environnement. Boîte à l'environnement. outils aussi. On a une boîte à outils. Alors il y a un terme un peu verbeux qui est d'assemblier. Ça veut dire que on amène les moyens nécessaires, humains, techniques et dispositifs à la disposition de la personne, de telle manière à ce que la personne, au regard de son besoin particulier, puisse mobiliser le moyen adapté à sa situation. Patricia vient nous donner aussi, pour répondre un peu à Samuel, hein, qui se pose des questions sur son devenir. Patricia nous dit « J'ai intégré un poste administratif et j'ai 51 ans. Tout est possible, quel que soit l'âge. » Vous voyez, c'est une émission extrêmement positive et optimiste ce soir. C'est plutôt bien. Guillaume Vivancos qui nous dit « Beaucoup de profils fort différents avec des problématiques autour de la formation, de la reconversion, de la création d'entreprise, de la mobilité professionnelle. » Il a raison. J'essaie de faire attention aux mots. On travaille sur des situations et c'est vrai que bien souvent on se pose des questions quand on est dans la notion de problématique. On dit tiens, c'est un problème. Et effectivement, le rôle du CEP, bien souvent, ça doit être de transformer la problématique en questionnement technique et en proposition de solution. Oui, alors si on rentre dans la technique, la problématique, c'est permettre de rendre intelligible une situation qui pose problème et de permettre à la personne d'identifier ce qui peut être pas forcément très clair pour la personne dans ce qui pose problème et qui est freinant dans les démarches. Donc, rendre intelligible la problématique, rendre intelligible la situation qui pose problème, c'est déjà permettre à la personne d'être plus claire sur sa situation et d'identifier le pas d'après, c'est-à-dire les moyens qui permettent de résoudre ou d'avancer au regard de cette situation qui pose problème. Donc ça, c'est fondamental. C'est-à-dire permettre à la personne de voir plus clair sur sa situation, sur ce qui pose problème et sur les actions qu'il gagnerait à mettre en place pour optimiser la réalisation de son objectif. Bon, là, il nous l'a dit tout à l'heure, hein, c'est pas parce qu'il est plus en face à face qu'il a perdu le fil avec la réalité des choses. Hein. Non. Non, mais en même temps, intéressant. On est dans un salon, Bruno. Ouais. Je crois que dans mon salon, demain soir, si je reçois des amis, la question du travail, elle va revenir. C'est clair. Dans votre salon, après-demain soir, samedi soir, vous prendrez l'apéro, vous allez échanger sur la question du travail tous les jours. 8 fois sur 10. Ouais, c'est clair. Donc ça veut dire que question, les problématiques autour du travail ou les questions qu'on peut se poser autour du travail, elles sont centrales, elles sont permanentes. Bien sûr. Et par contre, on va sortir un baromètre dans quelques jours qui montre que 6 personnes sur 10 envisagent une évolution professionnelle dans les 2 années à venir. Pour autant, il y a moins de 30% des personnes qui font des démarches en faveur de leurs souhaits, de leur réflexion sur la question de l'évolution professionnelle. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, il y a une nécessité d'agir au plus près, au plus vite,
des actifs salariés, des commerçants, des indépendants, pour accompagner ces réflexions-là, pour éviter que ces questions deviennent trop problématiques, amener les individus à ne pas bouger de leur situation. Donc là, on a un rôle fondamental, me semble-t-il. Alors, on va un peu continuer parce qu'il y a encore d'autres commentaires. Guillaume dit « Notre métier va au-delà de la prescription ». Guillaume, qui travaille, qui est conseiller en évolution professionnelle, et apporte une véritable expertise sur le parcours de la personne que l'on accompagne. On est d'accord. Et il rajoute, ça c'est intéressant, « Nous apportons aussi des solutions pour des actifs en arrêt de travail ou en arrêt maladie ». Oui, et il y a de plus en plus de personnes en situation d'arrêt, effectivement. Pour moult raisons. Et donc ces personnes qui sont en situation d'arrêt ont aussi des droits qui leur permettent de se former et d'être accompagnés par le conseil en évolution professionnelle. Donc c'est aussi des périodes où finalement les personnes peuvent prendre du temps sur leur réflexion à venir quant à leur situation professionnelle, leur trajectoire professionnelle. Donc nous recevons effectivement beaucoup de personnes en situation d'arrêt. Maintenant, quand Guillaume dit qu'on apporte des solutions ou on donne des solutions, on accompagne plutôt la personne à élaborer et on co-élabore. On trouve des solutions ensemble. On accompagne. Accompagner, c'est cheminer avec. Tout à fait. D'accord. Je suis d'accord. Donc on marche à côté. Bien sûr. On ne fait pas à la place d'eux. C'est pas le but et de toute façon, ça rend service à personne. Guillaume, il dit... Alors, il rentre dans le détail et très bien, merci beaucoup Guillaume, j'ai fait un appel à vos connaissances et tout ça. Il dit, nous sommes habilités par exemple à proposer des PMSMP, des stages en fait, aux salariés occupés afin de valider un projet de reconversion par exemple. Voilà. C'est la mobilisation. Toute la gamme d'outils. C'est un outil, effectivement. Ce sont des outils de droit commun qui ne sont pas spécifiques, c'est important de le dire, au conseil en évolution professionnelle. C'est, comme vous le disiez, des outils qui existent dans le paysage de l'emploi, de la formation, et que le CEP peut vous aider à mobiliser au profit de votre réflexion. Alors, PMSMP pour période de mise en situation professionnelle, qui permet à une personne effectivement de découvrir un métier, ou de se confronter à la réalité d'un métier, ou de confirmer un projet dans un secteur d'activité, dans une entreprise particulière. La PMSMP, c'est un droit qui permet à tout demandeur d'emploi via Pôle emploi de le faire, et pour les salariés, Pôle emploi, il y a une convention avec Pôle emploi, donc qui montre aussi la collaboration avec le service public de l'emploi, qui permet aux conseillers en évolution professionnelle de mobiliser cet outil, qui n'est pas mobilisable par ailleurs. Donc là, il faut passer par le conseil en évolution professionnelle pour bénéficier de la mobilisation de cet outil. Mais là, c'est pareil. Qui est fabuleux. Le conseiller vous dit, voilà, on s'adresse à Pôle emploi pour mobiliser ça. Alors, là, sur le coup, on est en capacité, nous, de le prescrire. D'accord. On est en mesure de le mobiliser. On nous donne le droit de le mobiliser pour les actifs salariés. Marie-Hélène rebondit sur peut-être un abus de langage que j'ai fait. De toute façon, je parle tellement, Marie-Hélène, que c'est bien que des fois je dis n'importe quoi. Elle dit merci de rendre aussi lisible le CEP, souvent confondu avec la boîte à outils, qui ne sont que des moyens du conseiller. Oui, le conseil, encore une fois, c'est un droit individuel. C'est un service. C'est pas une prestation. C'est pas un outil. C'est un service qui doit répondre de manière adaptée à une problématique singulière. Et à travers le conseil en évolution professionnelle, dans la phase d'accompagnement, le conseiller va utiliser moult outils. Voilà. Des outils techniques, des outils, des types d'entretien, des outils particuliers, des outils d'aide à la décision, des outils d'aide à la clarification, mais aussi des outils humains, des outils partenariaux, des outils de mise en situation. Il y a une catégorie d'outils assez importante. Allez, on va passer à une autre étape. Et je vous remercie pour tous ces commentaires. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Gérald, tant qu'il est là, on va passer à une vidéo qui va illustrer une autre thématique qui rejoint un peu quelque chose qu'on a évoqué, c'est l'histoire de la quête du sens. Je vous propose d'écouter une interview de Alice Denmanivong, voilà, sur TV7 Bordeaux, que je salue d'ailleurs, avec qui j'ai eu la chance de travailler un petit peu. Et Alice, elle va aborder cette notion de recherche de sens ou cette quête du sens. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure, si ça marche. Attendez, j'appuie sur le bouton.
Puis bien sûr une baisse au moment du premier confinement, puisque je pense que chacun avait besoin aussi à un moment donné de s'organiser, de se recentrer aussi sur ses problématiques personnelles. Hein. Ce confinement, c'était quand même quelque chose d'important. Ça a chamboulé du coup bien sûr toutes les organisations. Au déconfinement, on a vu que la demande a bien repris à partir de juin. La demande a été assez forte sur le CEP. Pendant le confinement, bien sûr, nous on a maintenu le service en télétravail. Hein, donc tous nos conseillers étaient sur le pont pour pouvoir accompagner chacun. Donc bien sûr, les personnes ont pu à un moment donné prendre aussi ce temps-là pour réfléchir à leur carrière. Pour certains, ça a été un élément déclencheur. Hein. On a édité un baromètre en septembre, justement, où on est allé chercher un peu des réponses par rapport à tous ces questionnements autour de l'impact du confinement sur les carrières. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce baromètre, justement? Est-ce qu'on voit qu'il y a un impact concret? Est-ce que les gens cherchent peut-être plus de sens dans leur métier Et ou cherchent à complètement. se recentrer sur Tout à des fait. choses différentes? Le baromètre nous indique que déjà un néo-aquitain sur deux souhaite évoluer professionnellement sous 2 ans et que finalement évolution professionnelle ne veut plus dire que avoir un meilleur salaire. Bien sûr, ça reste aussi ça l'évolution. Oui. Mais par contre, on voit que les salariés sont en quête vraiment de sens et d'un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Beaucoup plus fort. Et que pour 39% d'entre eux, la crise a été aussi un élément déclencheur dans leur démarche de reconversion ou de réflexion, en tout cas, autour du projet. Donc on voit que bien sûr, ça a eu un impact. 85% des salariés qu'on a pu interroger ont l'impression que les compétences qu'on leur demande pour exercer leur métier ont évolué aussi, ont changé. On a vu que passer en télétravail, ça a été quand même quelque chose d'important. Alors, j'évacue pas le fait que certaines personnes ont dû se retrouver en chômage partiel, mais pour d'autres, ils se retrouvaient à devoir faire la classe, gérer donc le boulot et puis être en visioconférence, enfin voilà, avoir beaucoup de casquettes Ouais, et aussi revoir être les beaucoup plus, priorités, tout à fait, donc devoir gérer tout un tas de tâches en même temps et aussi d'être un peu plus en famille pour certains, et puisque forcément coincé à la maison entre guillemets. Donc ça a eu un impact tout ça. Donc Voilà, voilà. Alors c'est vrai que ça s'est un peu coupé. J'ai coupé un peu la chic à Alice, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Je suis un animateur, je suis pas un technicien. Je vais lui dire demain hein, Le que vous lui avez montage, coupé la chic. bien sûr. Et puis vous pourrez lui montrer le replay. Alors c'est intéressant ce que dit Alice. Euh, une des raisons aujourd'hui qui font que le conseil en évolution professionnelle a tout son sens, c'est sans doute justement cette quête de sens. Oui, alors derrière le terme de quête de sens, se pose la question du rapport au travail. Mhm. Et forcément, la crise sanitaire a amené, et le confinement, les périodes de confinement, a amené un temps suspendu. Le temps s'est suspendu pour Ça, un c'est certain clair, nombre de ouais. personnes, Mhm. que ce soit sur le plan social ou sur le plan Mhm. intime. Mhm. Et donc, on a observé deux types de réactions. Des personnes qui s'accrochaient aux branches et qui se disaient que ça allait passer. Ça allait passer et qui ne bougeaient plus et qui attendaient que ça se passe. Et on avait aussi des personnes qui ont été entraînées dans des réflexions qu'ils avaient déjà, et finalement, ça n'a fait qu'exacerber ces questions de rapport au travail. C'est aussi une période où on parlait de métiers essentiels, notamment dans le secteur du sanitaire, du social. Ouais. Et ces informations-là, cette approche médiatique autour des métiers essentiels a amené des questions sur son rapport à soi et son rapport au travail. Est-ce que mon métier, finalement, répond véritablement à ce que je souhaite? Et qu'est-ce que je souhaite? Et donc la question de l'importance accordée à son travail, l'importance accordée à sa vie, quelle est la place du travail dans ma vie? Donc derrière tout cela, on l'a mis sous le vocable du sens. Et effectivement, un certain nombre de personnes sont venues nous voir avec une autre idée de leur positionnement professionnel, avec une insatisfaction un peu différente de leur situation professionnelle, un autre regard sur leur travail, un autre regard sur la projection dans la vie et dans la vie professionnelle. Donc la question du sens, même si elle a toujours été finalement, elle a toujours existé en réalité du point de vue du salarié, je pense que la pandémie a exacerbé la question du sens au travail. Et notre rôle, qui se retrouve aussi dans des démarches de bilan de compétences, s'accorde toujours sur la question de la valeur au travail, la valeur du travail, c'est-à-dire quelle est l'importance que j'accorde au travail et qu'est-ce que je recherche dans le travail. Cette question de la crise sanitaire a amené aussi des questionnements sur
des difficultés économiques potentielles, des difficultés économiques de certains secteurs, de certains métiers, des métiers qui peuvent être impactés par la crise. Et donc forcément amène des réflexions intimes et personnelles sur ce que l'on recherche aujourd'hui. Mais ce sont aussi des questions qui se posent et qui ont conduit à des personnes à déménager, à voir leur situation de vie un peu différemment. Venir s'installer sur Limoges, par exemple. Mais oui, il y a de plus en plus de personnes qui viennent sur Limoges. Ou sur Périgueux. Exactement. Ou sur Périgueux, parce qu'il y fait bon vivre et avec les nouvelles technologies, on peut travailler de loin. Et oui, ça repositionne. Ça repositionne. Donc effectivement, tout ça, effectivement, dans ces questionnements, le conseil en évolution professionnelle, bien évidemment, a toute sa place. Oui, parce que le conseil en évolution professionnelle qui était associé au départ surtout à des questions de reconversion, à des questions de réorientation, en fait s'adresse de manière plus large à toute personne qui s'interroge sur son rapport au travail ou à sa situation professionnelle. C'est ça. Et des situations qui posent problème, il y en a moult, et de manière de plus en plus récurrente, de plus en plus fréquemment, les personnes s'interrogent sur leur situation. Alors on s'approche de la fin, c'est pour ça, profitez-en si vous avez encore des questions, même s'il y en a eu beaucoup de commentaires. On va passer, parce qu'on est sur une actualité, en fait, là, par rapport au conseil en évolution professionnelle en Nouvelle-Aquitaine. Normalement, il y a un diaporama là, qui s'affiche si tout va bien. Donc, quelles sont les prochaines actualités ? Je pense qu'il y a déjà des actualités à partir de la semaine prochaine. Oui, on a une actualité très importante puisque nous organisons avec l'APEC et puis nos homologues du Conseil en évolution professionnelle des autres régions et puis notre commanditaire qui est France Compétences, les semaines de l'évolution professionnelle qui vont se matérialiser par une centaine de webinaires. Donc c'est du distanciel. C'est du distanciel sur des thématiques comme je souhaite valoriser mes compétences, je veux me former, je veux connaître ou je veux créer mon entreprise. Donc tous des webinaires relativement courts permettant à tout un chacun d'accéder facilement à des conseils, à des informations qui répondent à des problématiques de formation, de création, de reconversion. Ce sont des informations assez généralistes sur certains thèmes. Et si on veut aller plus loin, on prend contact avec le conseiller le plus proche. L'idée, c'est d'apporter une information de premier niveau permettant à toute personne d'avoir des informations qui répondent à sa problématique. Et puis, s'il va plus loin, effectivement, il appelle le conseil en évolution professionnelle. On a un numéro unique. Il doit s'afficher. Il s'affiche. Numéro unique, on a des chargés d'information qui s'assurent du lieu de vie ou du lieu de travail de la personne et qui permettent d'orienter la personne vers le conseiller le plus proche du lieu de vie ou du lieu de travail de la personne. Donc ces semaines-là sont organisées de manière collective. Elles vont durer donc, du 4 au 15 octobre. 4 au 15 octobre. 4 au 15 octobre, une centaine de webinaires. Et puis on a la chance d'avoir l'intervention de la ministre du Travail sans doute pour démarrer ces semaines-là. Donc c'est pris au sérieux au plus haut niveau de l'État. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On est très fiers de cela. Si jamais vous pouvez lui glisser un mot pour qu'elle vienne dans mon salon, je l'invite avec plaisir. Je fais ça avec tout le monde maintenant. Écoutez. Patricia, effectivement, elle est dans ce mouvement. Elle nous dit sortir de sa zone de confort est certes difficile, mais nécessaire pour évoluer. On ne devrait jamais cesser d'apprendre tout au long de notre vie. C'est pas faux. En tout cas, on ne devrait jamais cesser de se questionner. Ça, c'est pas mal. Une dernière question avant la question finale. Ah non, on a deux choses à voir. Pardon, vous savez, j'ai mes petits papiers moi aussi. Parce que sans mes petits papiers, perdu, pas de mémoire. Donc, je voulais savoir comment s'articule le CEP avec le compte personnel de formation. Alors, le compte personnel de formation, c'est aussi un droit individuel qui était en temps, c'est-à-dire toute personne avait 20 heures de formation par an, cumulable sur 6 ans. Avec la dernière loi, ça a été monétisé, ça veut dire que tout un chacun a un portefeuille qu'il peut utiliser. Une somme d'argent qu'il peut utiliser pour acheter une formation, un bilan de compétences, un accompagnement à la création d'entreprise, à la reprise d'entreprise, voire aussi travailler sur permettre de financer en partie un permis de conduire, parce que la question de la mobilité est importante sur le plan professionnel. Bon, le compte personnel de formation, l'individu peut acheter ces actions-là à travers une plateforme d'achat, une plateforme d'achat qui s'appelle Mon Compte Formation.
Et le conseiller en évolution professionnelle peut permettre à la personne de mieux identifier D'accord. ce qui peut répondre à sa situation professionnelle ou D'accord. son objectif professionnel. C'est-à-dire qu'on agit, pas de manière obligatoire, Oui, mais oui, oui. il a tout intérêt de nous utiliser comme un outil pour affiner son acte d'achat, de D'accord. telle manière à ne pas faire d'erreur au regard de l'argent qu'il va mobiliser pour acheter un outil comme un bilan de compétences, comme une formation courte ou pas. Donc nous sommes là pour agir de manière complémentaire pour aider la personne à acheter au mieux. Là aussi, alors on a fait un petit focus là-dessus, mais là aussi, ça n'est ni plus ni moins que de redire que le conseiller en évolution professionnelle est là pour porter un éclairage sur des dispositifs de droit commun qu'il vous appartient ou non de mobiliser. Lui vous précise un peu peut-être l'utilité, vous en facilite un peu l'accès par la connaissance qu'il peut en avoir. C'est ça. C'est ça, hein? Notre objectif, c'est d'aider la personne à prendre une décision de Voilà. manière éclairée. Ça veut dire en toute connaissance de cause. Ça veut dire qu'on amène, au regard de la situation particulière de la personne, des moyens qui répondent de manière adaptée à sa situation, et c'est à la personne de prendre une décision. Et on pense que c'est en lui permettant d'avoir une vision de ce qui peut se passer pour lui et des différents moyens qu'il peut mobiliser qu'il peut prendre une décision beaucoup plus facilement. Dernier point sur... alors on l'a un peu abordé, on peut peut-être y revenir parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est pas commun. C'est le dispositif démissionnaire. On en a un peu parlé. Est-ce que vous pouvez juste nous le rappeler, Oui, nous le c'est- recontextualiser? C'est quand on démissionnait, on n'avait pas forcément d'indemnité. Le président Macron a souhaité cibler ce public-là de telle façon à faciliter les reconversions ou les créations ou reprises d'entreprises. Donc c'est un dispositif qui permet finalement à un salarié de démissionner de son entreprise s'il souhaite se reconvertir dans un secteur d'activité autre, dans un métier, dans un métier autre, ou pour création ou reprise d'entreprise, en ayant une indemnité lui permettant de sécuriser cette transition-là. Donc c'est un parcours qui est conditionné. Mhm. Il faut avoir 5 ans d'expérience professionnelle dans les 60 derniers mois, D'accord. à la date de leur démission, et soumis à un certain nombre de conditions, et notamment à la condition de venir voir et d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle qui va D'accord. l'aider à expliciter un dossier, D'accord. lequel dossier va être étudié par des acteurs D'accord. partenaires. D'accord. Oui, De telle façon, ça sécurise, Ça sécurise bien sûr. la Pour tout démission le monde d'ailleurs, hein. et ça sécurise la transition entre le statut de salarié et le statut de créateur d'entreprise, ou pour se former et avoir une modalité financière, une prise en charge financière pour une formation permettant de se reconvertir. Voilà. Vous savez, on est toujours en train de dire en France, il se passe rien, il se passe rien. Moi, j'ai appris plein de choses ce soir, hein. C'est vrai que ce dispositif démissionnaire, on n'en parle pas forcément beaucoup, hein. Voilà, on a plutôt tendance à parler de ce qui n'existe pas que de ce qui existe. Et pourtant, c'est un phénomène assez important. Oui. C'est-à-dire que on a reçu en 2020 à peu près 10 400 personnes. On va sans doute voir 20% de plus en 2021. Donc il y a vraiment une demande forte. Et parmi les demandes, les personnes qui viennent nous voir pour démission, pour étudier l'opportunité de démissionner ou pas dans un souci de reconversion, est extrêmement important. Ça ne m'étonne pas, hein. On aurait sans doute encore à discuter longuement sur cette histoire de sens, hein. C'est encore un positionnement par rapport au sens. Écoutez, tiens, salut Walter, je vois que tu es là, fidèle au poste, ce Walter. Walter, tu sais, je vais glisser un mot à Gérald pour qu'il parle de toi à Bordeaux, parce que je sais pas, il faut que tu sortes de Limoges, qu'est-ce que tu veux, vraiment, Walter, c'est un hyperactif. Ça veut dire qu'on est à Limoges ce soir. Oui, là, ce soir, on est à Limoges. Je le d'accord. répète parce que ça augmente encore le mérite que vous avez d'être venu dans mon salon à Limoges. Claire dit... Ah ben voilà, oui, Claire qui vient nous rejoindre nous dit, elle a été salariée pendant 10 ans en CDI 35 heures. Je me suis reconvertie en tant que travailleur indépendant. J'aurais apprécié être conseiller orienté à cette période. Voilà, Forcément. Voilà pourquoi ça existe. Oui, Voilà bien sûr, pourquoi bien le sûr. conseil en évolution professionnelle existe. Écoutez, je crois que, je ne vais pas dire qu'on a fait le tour, mais en tout cas, ça a été une émission assez riche
assez longue hein, d'ailleurs, puisque en général on est aux alentours d'une heure. Là on est à 1h12 et si elle a été aussi longue, c'est grâce à Gérald et à vous qui êtes venus apporter des témoignages. Donc c'est très intéressant. On va terminer avec, on va pas parler du CEP. Gérald, c'est la question magique de la fin. Gérald, C'est une question piège. non, c'est pas une question piège. Il n'y a jamais de question piège. Jamais de ici. question piège. Jamais. Il n'y a jamais de question piège. La question, c'est que demain, votre aventure, votre vie professionnelle a déjà été riche et demain, vous décidez de changer encore de direction. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on garde de vous au CIBC 33 ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de Gérald de Maury, le professionnel, et Gérald Maury, l'homme ? Hein ? Elle est pas mal celle-là. Pas mal. Elle est pas mal. C'est l'avant-dernière. J'en ai une autre, mais voilà, c'est l'avant-dernière. J'espère que mes collaborateurs diraient que j'ai mouillé la chemise, Ouais, j'ai été honnête et droit ouais, avec le CIBC, la mission, ouais, le public oui. et les collaborateurs. Très bien. Très bien. Mais quelque chose, je ne le connais pas, moi. Hein. Des fois, j'en connais. Puis là, quelque chose me dit que c'est quand même assez vrai. Et puis la dernière question, demain, parce que là, ça fait un moment quand même que vous êtes dans l'accompagnement, aussi bien sur le terrain que dans la réflexion, la théorie, la direction. Demain, on arrête ça. On arrête ça. On arrête l'accompagnement. On fait autre chose. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que Gérald Maury pourrait faire qu'il n'a jamais fait, même s'il n'en a pas les compétences, mais demain, il rêverait de faire quoi ? Des conserves, Des conserves. de la musique, voir des poissons. Il y a plein de choses dans la vie à faire. Non, je sais pas. La question des parcours professionnels, il m'obsède vraiment. J'aurais du mal à quitter cet emploi, ou à quitter cet environnement. Les parcours de vie font partie de mes passions. Mais il y a bien d'autres choses à faire dans la vie. J'aurais adoré faire du vin. Ah ben, là-bas, vous êtes bien placé. J'aurais adoré faire des BD. Des J'aurais BD. adoré écrire des chansons. J'aurais adoré. Bon, Plein de choses. fantasmes. C'est bien. Non. C'est bien. En Mais tout de cas, manière plus pragmatique, peut-être des conserves quand même. des conserves. On y revient. Il aime manger, il aime fabriquer. Mais c'est vrai que c'est sans doute un côté assez convivial. Hein. Voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, Gérald. Merci Bruno. Merci. C'était très chouette. Merci. C'était une belle émission en ce qui me concerne. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, moi, je ne me renseigne pas plus que ça sur les sujets. Ben, c'est mission réussie parce que j'ai compris tout ce que vous m'avez dit. Et c'est important. C'est important que les gens qui peuvent mobiliser ces dispositifs-là comprennent ce qu'on leur dit. Et je ne vous cache pas que moi, j'ai compris. Donc, je pars du principe que tout le monde a compris. Parfait. Donc, je vous encourage à au moins aller vous renseigner. Mais ça, c'est comme les métiers, des fois, ou les formations. Je pense qu'il faut se donner le luxe de dire non, moi, dans la vie. Mais pour se donner le luxe de dire non, encore faut-il faire la démarche d'aller se renseigner. Ça, c'est vrai pour les métiers, c'est vrai pour les formations, c'est vrai pour le conseil en évolution professionnelle. On vous l'a dit, il y en a 110 sur le territoire. Sur 110 lieux. 110 lieux sur le Plus territoire. de 115 conseillers. Voilà. Donc, et des gens extrêmement mobilisés. Merci à Guillaume. Et puis, je vais finir. Alors, je m'excuse parce que, bien sûr, techniquement, il y a un truc que je ne pourrais pas faire. Ça va couper d'un seul coup. J'avais prévu autre chose, mais c'est comme ça. Le gars qui est venu, je ne sais pas ce qu'il m'a fait là, mais c'est pas grave. Je le salue quand même. Je vais terminer avec la petite phrase de Patricia Chauvet qui nous a suivis. Merci beaucoup. Patricia, elle nous conseille de faire de ses rêves une réalité. Je suis assez d'accord et je trouve que ça va bien avec le conseil en évolution professionnelle. Merci beaucoup, Gérald. Merci à vous.